Bonjour et bienvenue dans votre émission Valeurs et famille. J'ai le plaisir de recevoir le docteur Hedi Abadi, psychiatre. Bonjour. Bonjour. Alors, le thème qu'on a choisi ensemble d'ailleurs, c'est l'addiction au cannabis. Bon, je crois que déjà le titre et le thème, il parle de lui-même. Mais si vous permettez, avant de débattre un peu, ou de comprendre ce que c'est exactement l'addiction au cannabis, les raisons, les causes, les effets, c'est possible de nous parler de votre parcours. Vous me paraissez jeune. D'accord. Donc moi je m'appelle Hadi, donc voilà, je suis psychiatre, psychiatre des hôpitaux. Voilà, bon, j'ai eu le parcours classique de tous les médecins, entre guillemets, à savoir externat, puis après internat. Donc un internat à Reims. Et après j'ai fait un assistanat donc, de 2 ans sur Paris. Voilà, et bon, par la suite, là, j'envisage de prendre après un autre poste donc de praticien. D'accord. Inch'Allah. En fait, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est, voilà, qu'est-ce qui vous a ramené à la psychiatrie? Parce que c'est vrai, moi, je crois que parler de la psychiatrie, ça fait peur quand même, non? Alors voilà, c'est ce qu'on dit souvent. Moi, je répondrais un peu comme Daniel Zaguri, qui est un grand expert reconnu auprès de la cour d'appel. En fait, la psychiatrie, moi, c'était depuis le tout début de mes études de médecine et aussi du fait que, bon, le contact avec la maladie somatique est un peu compliqué aussi pour moi. J'ai préféré me tourner vers la psychiatrie en sachant que il y a aussi cette envie d'aider les autres, ce relationnel qu'on retrouve moins dans les autres spécialités. L'envie d'apaiser la douleur psychique, la souffrance de l'autre surtout, qui a fait que je me suis tourné vers cette spécialité. Bien que, en fait, la majorité des personnes, lorsqu'on leur demande c'est quoi la psychiatrie, on pense directement à une injection, en fait, d'une dose pour Oui, c'est la neutraliser classique, quelqu'un. Donc, exactement. parler de lien, Alors la ça m'intrigue psychiatrie, un peu quand oui, même. la psychiatrie, c'est très large en fait, hein. Il y a la psychiatrie, ce n'est pas seulement la dépression ou l'agitation. C'est On pas parle, les psychotropes. voilà, déjà premièrement, on parle souvent on soigne des fous, mais la folie n'est pas une pathologie. Il y a des noms spécifiques, il y a à chaque pathologie en psychiatrie, et donc bon, ça c'est déjà d'une part. D'autre part, la psychiatrie c'est un domaine très large. On a la dictologie, on a la psychiatrie légale, on a la pédopsychiatrie qui est encore un autre domaine, la gérontopsychiatrie aussi qui est particulière. On a aussi le sommeil qui peut être aussi une sous-catégorie dans la psychiatrie. Bon, on a un champ large en tout cas, en plus de la psychanalyse, de la psychothérapie aussi, Donc, on qui peut sont d'autres domaines. rassurer que la psychiatrie, ce n'est pas que pour les fous, ce n'est pas Voilà. uniquement un traitement médicamenteux. Non, 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 non. La psychiatrie, c'est au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une empathie à avoir avec le patient. Le patient donc qu'on va essayer de traiter par des moyens médicamenteux, mais en psychiatrie, on le sait tous, en tout cas ça ne suffit pas, et qu'il faut d'autres approches non médicamenteuses. Oui. D'accord. Donc, on passe à notre sujet, Ouais. l'addiction au cannabis. Je crois qu'il y a deux termes à définir. Voilà, alors bon, on va tout d'abord parler du cannabis. Le cannabis, qu'est-ce que c'est? Le cannabis, en fait, c'est le nom scientifique qui est donné donc à ce qu'on appelle le chanvre, qui est une plante donc qui serait originaire d'Asie centrale. Voilà, c'est une plante qui bon a une forme particulière, donc je ne vais pas décrire ici, mais bon, il y a deux types de chanvre. On a un chanvre qu'on utilise en tout cas dans les industries pour les cordages notamment. Qui est en général en faible teneur en THC, donc qui est le produit, on va dire, principal dans le cannabis, tétrahydrocannabinol. En général, c'est les plantes qui ont une faible teneur donc en THC. Ensuite, on a le chanvre qui va être utilisé, donc le chanvre indien plus comme toxique, c'est le cannabis à proprement parler.
Et c'est celui qui est utilisé comme stupéfiant donc, par les personnes qui en consomment. Voilà. Ça, c'est pour parler du cannabis. En gros, Donc on est dans une drogue. on est dans parle d'une une drogue. On est dans une drogue, exactement. Alors, on n'est pas que dans une drogue, dans son Ouais. drogue légère. Mhm. C'est considéré comme une drogue dure, comme la cocaïne ou l'héroïne. Hein. Faut pas, voilà, il ne faut pas se la face là-dessus. Il faut faire très attention à ne pas minimiser, comme certains le font, le cannabis. Ouais. Bien que, bien sûr, il y a des dérives. Parce qu'on parle du shit, on parle... Est-ce que brièvement, on peut connaître un peu les Alors, dérives, en fait? Alors voilà, après, bon, il y a plusieurs consommations au niveau du cannabis. Alors soit on consomme les feuilles, entre guillemets, donc les feuilles c'est plus ce qu'on appelle le marijuana, en gros. Alors il y a d'autres mots aussi, la bœuf, etc. Bon, beaucoup de vocabulaire autour de ça, Ouais. qui est en général moins forte en THC que la résine. Hein, donc la résine de cannabis qu'on appelle dans le jargon plutôt le hashish. Voilà, qui va être de toute façon tous les deux consommés sous forme de joint. Voilà, il y a une odeur particulière aussi, souvent qu'on reconnaît à cette odeur, c'est assez forte. Voilà, en gros, en résumé, comment le mode de consommation, en tout cas, du cannabis. Donc, et là, on peut arriver à l'addiction. Voilà, et là, on peut arriver à l'addiction. L'addiction, donc, qui peut se définir comme une pathologie cérébrale, carrément chronique, qui serait définie donc, par le DSM-5, donc, qui est la classification des pathologies mentales américaines, donc la dernière qui est parue, comme donc, une association de plusieurs critères. Donc là aussi, ils font la différence entre addiction légère, addiction modérée et addiction sévère, selon qu'on ait 2-3 critères ou qu'on en ait plus que 4 ou plus que 6. Donc ça, en général, il y a toujours les mêmes critères qui apparaissent dans les addictions, quel que soit le mode d'addiction, que ce soit addiction aux substances ou addiction au jeu. Donc c'est surtout le craving, et ce qu'on appelle le craving, c'est le besoin impérieux et irrésistible de consommer une substance. On a aussi dans les autres critères une perte de contrôle sur la quantité aussi consommée de cannabis. Pardon, docteur, peut-être on n'aura pas le temps de détailler, mais moi j'ai une question en fait. Qu'est-ce qui fait l'addiction? C'est le produit consommé ou c'est la personne? Alors l'addiction, c'est un phénomène chimique, hein, c'est dans le cerveau que ça se passe. Le phénomène de tolérance, le fait de devoir consommer plus de substances pour avoir le même effet, tout ça c'est neurobiologique tout simplement. Hein. C'est un circuit dopaminergique de plaisir. C'est les récepteurs en fait qui sont donc saturés en cannabis qui en fait vont se multiplier en quelque sorte et le patient va se retrouver en manque du fait que les récepteurs deviennent plus nombreux et qu'il faut plus de substances pour pouvoir saturer tous ces récepteurs à chaque fois. D'accord, donc et là on peut parler de dépendance. Exactement, et là on peut parler de dépendance. Ce qui est important à savoir, c'est qu'il y a une dépendance quand il y a vraiment des conséquences sociales, des conséquences physiques, et que malgré ça, le patient continue à fumer, à consommer en tout cas du cannabis. À partir du moment où, malgré ces dommages sociaux, c'est-à-dire que le patient peut se retrouver en échec scolaire, en souci familial, etc., ou que le patient a des dégâts somatiques, les effets secondaires, et qu'il continue à consommer, là on est vraiment dans la dépendance, on est vraiment dans l'addiction. Je vous rappelle que nous sommes dans votre émission Valeurs et Famille et que le thème qu'on a choisi, c'est l'addiction au cannabis avec Dr Hadji. Donc, si j'ai bien compris, il y a quelque chose qui se passe entre le consommateur et entre le produit. Est-ce que c'est comparable à l'alcool? Alors, là aussi, voilà, l'alcool est aussi considéré comme une drogue. Alors, contrairement au cannabis, le cannabis est une drogue illicite, hein, je le rappelle pour le public. L'alcool est considéré comme ce qu'on appelle une drogue licite, comme le tabac. Mais c'est une drogue quand même du fait qu'il y a un effet de tolérance, c'est-à-dire qu'il faut consommer plus pour avoir le même effet. Il peut y avoir un effet de craving, c'est-à-dire le besoin irrésistible de consommer chez patients alcooliques. Et il peut y avoir cet effet de dépendance avec donc la consommation, disons, de cette drogue-là, malgré des dommages physiques et sociaux, en sachant aussi que souvent les personnes qui sont dépendantes
passent tout leur temps à chercher leur substance et quitte à laisser tomber en fait leurs autres activités. Ça, c'est courant aussi chez les personnes addictives. Là, peut-être, il serait important de parler des effets réels, hein, de la consommation du cannabis sur la personne. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut, en fait, le dire clairement, carrément, qu'il y a certainement des effets, mais qui ne sont pas visibles, disons, parce qu'aujourd'hui, on voit des gens qui consomment, mais bon, ils disent, moi je suis bien, je suis normal, voilà. Pourquoi parler, pourquoi me condamner, pourquoi me juger alors que voilà, je consomme. Et c'est vrai, ceci est vrai, parce qu'il y a beaucoup qui consomment, mais on ne voit pas les effets. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut réellement confirmer qu'il y a des effets, que ce soit à court terme ou à long terme? Alors voilà, comme vous l'avez précisé, voilà, il y a comme dans toutes les autres substances, que ce soit le tabac ou l'alcool, il y a toujours, disons, il n'y en a pas de 100%. Voilà, il y a des gens qui vont être plus atteints que d'autres. Là aussi, il y a quand même une corrélation entre la consommation au niveau quantitatif et le risque d'avoir des effets secondaires, des effets nocifs. Ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'avec le cannabis, c'est une drogue qui, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, est une drogue dure, avec des effets nocifs qui sont donc dangereux. Et plus la consommation a été précoce, plus le danger est grand, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on veut dire par précoce? Eh bien, c'est-à-dire qu'une consommation qui se fait à l'adolescence vers 14-15 ans a plus de risques de s'aggraver, de se terminer, disons, en schizophrénie. C'est l'effet secondaire principal psychiatrique, en tout cas du cannabis. Toutes les études montrent qu'il y a un risque. Là, vous le voyez, vous le recevez? Alors moi, j'ai reçu beaucoup de patients, de jeunes voilà, qui ont consommé du cannabis depuis leur plus jeune âge, depuis leur adolescence, et qui malheureusement… Et je crois aussi que là, aujourd'hui, il y a une consommation, en fait, infantile, carrément. En fait, là, on parle des enfants qui consomment. Je ne parle pas de la France. Certainement, il y en a, mais voilà, en fait, partout, aujourd'hui, plus que précoce. Plus que précoce. En tout cas, c'est un phénomène qui est grave et un phénomène qui se répand chez les jeunes de plus en plus tôt. En général, ça commence aussi avec la première cigarette, hein, ça vient souvent en même temps. Ah oui. Donc voilà, il y a malheureusement des réseaux partout. On peut trouver du cannabis partout, facilement. Même dans les écoles. Même dans les écoles, c'est vraiment, les jeunes vous le disent eux-mêmes, hein, c'est une drogue qui est peu chère déjà, donc qui est accessible pour eux et qu'on peut trouver partout sans problème, à moindre SMS lancé à un dealer. Enfin, il y a des circuits comme ça et le cannabis arrive aussitôt après, il n'y a pas besoin de… Voilà. Mais comment peut-on expliquer la consommation à l'âge précoce? Parce que d'habitude, c'est que la personne dit, voilà, moi je suis majeur vacciné, je suis responsable, donc je suis libre de consommer ce que je veux. OK, là on peut l'entendre, mais comment peut-on expliquer aujourd'hui que cette drogue, en fait, elle atteint aujourd'hui, en fait, bas âge? En fait, il y a aujourd'hui des études sérieuses que des enfants, et en fait on l'a vu, hein, avec c'est vrai des faits divers, mais il y a une réalité quand même. C'est quoi exactement? Pardon, pré-ado, je peux le comprendre. Voilà, la recherche de soi, la recherche d'imiter. Mais l'enfant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Alors, oui, alors attention, l'enfant, bon, l'enfance, il y a des gens qui consomment, des enfants qui consomment du cannabis, en effet, même si ça reste quand même rare, il ne faut pas non plus dramatiser. C'est plus vers l'adolescence où il y a vraiment, on voit une recrudescence chez les jeunes, où les statistiques montrent que à peu près 50% des jeunes, donc des ados, ont essayé au moins une fois le cannabis, ce qui est beaucoup. Et après, on tombe à peu près à 1 sur 10 qui consommerait, on va dire, régulièrement ou occasionnellement du cannabis. Oui, mais on sait très bien, occasionnellement, ça ramène à, Exactement, à la durée. Et ça ramène à la durée, en sachant que, comme je vous ai dit, le risque du cannabis chez les ados, c'est d'amener à des états de bouffées délirantes aiguës, des psychoses cannabiques, donc des psychoses induites qui peuvent après se terminer en schizophrénie. Vous vous rappelez d'un cas? Alors moi, je me rappelle d'un cas qui m'avait choqué. J'étais interne. Il avait quel âge? J'avais… Non, lui. Lui, il avait quel âge? Donc, il avait 23 ans.
C'est un étudiant en médecine aussi, qui était donc dans la même faculté. Ça rassure pas trop. Ça rassure pas trop, mais ça prouve que ça touche toutes les franges de la société, que c'est pas qu'une certaine catégorie sociale. Tout le monde consomme. Et voilà, c'était un étudiant qui était brillant, et en troisième année, je pense qu'avec les copains, les soirées, etc., on veut la jouer un peu cool par moment. Voilà, et il a commencé à fumer. Et il est tombé dans une addiction assez rapide. Là aussi, ça dépend des gens. Il y a des gens qui arrivent à se maîtriser. C'est comme l'alcool. Il y en a d'autres qui tombent vite fait dans la dépendance. Et en fait, ce qui arrive à se maîtriser aussi avec un terrain quand même préparé. Quoi. Il y a une avec un terrain préparé, voilà, exactement. On est d'accord. On est d'accord. En fait, et ce n'est pas parce que c'est vrai que moi... C'est vrai, c'est ce qu'on entend par... En fait, de la bouche de beaucoup de jeunes, etc., c'est que, ou bien même des ados, des adultes, en fait, voilà, moi, tant que je ne suis pas tombé dans les pommes, en fait, voilà, moi, je suis bien, je peux consommer. C'est ça, je crois, le risque. Le risque qu'il y a, oui, voilà, c'est en reprenant ce cas qui m'est arrivé, donc il était en troisième année de médecine et en consommant, il est tombé dans une bouffée délirante aiguë qui était en fait Pardon, lorsqu'on parle de bouffée délirante aiguë, c'est... bouffée délirante aiguë, c'est un état aigu qui se manifeste, donc un coup de tonnerre dans un ciel serein, comme on dit, avec des manifestations de déréalisation, c'est-à-dire que le monde autour de nous est étrange, des personnalisations, on sent que voilà, on a l'impression d'être bizarre, d'être étrange, de ne pas être comme les autres. En plus d'entendre des voix, souvent, ça arrive souvent, des hallucinations, impression de mort imminente, etc. Donc c'est un moment d'angoisse très fort. Et qui peut être donc isolé, mais qui peut aussi être la manifestation, enfin la porte à une entrée dans la schizophrénie. En fait, mais en général, ça se manifeste, c'est assez brutal. La violence, oui, il peut y avoir des cas de violence envers d'autres personnes, mais par souvent... exemple, lorsqu'il est venu en consultation, il était dans quel état, légume ou il était méconnaissable par les proches. C'est vrai qu'on sent la bizarrerie en lui au niveau comportemental, on sent qu'il n'est pas comme d'habitude, on sent ce ralentissement, on sent qu'il est ailleurs, il y a une dissociation, voilà, c'est un état dissociatif aigu, une dissociation psychique. Pardon, je suis en train de vous pousser à nous décrire un peu pour les familles, pour les parents qui ne savent pas réellement que leur enfant il est en train de consommer. Parce que souvent les parents, c'est ce qu'ils nous disent, c'est qu'il est devenu bizarre, il a changé, or que on part sur d'autres causes. Or qu'en réalité, il y a cette piste à explorer aussi. Alors, ce qui est important à savoir pour les parents, c'est de prévenir. Prévention primaire, ça c'est important. Il ne faut pas attendre que l'ado commence à consommer pour se dire « Ah ben non, attention, ne consomme plus parce que c'est dangereux », même s'il n'a rien. Pardon, je parle des signaux. En fait, je parle de comment est-ce que des parents peuvent détecter, savoir, connaître que mon enfant il consomme ou pas. C'est ça, c'est pour cela que je vous ai posé à savoir un peu par la bizarrerie, etc. En fait, voilà. Alors, ça, parce que entre nous, chez nous, les musulmans, c'est qu'il est atteint, il y a un djinn en fait en lui. Attendez, il y a un problème. Alors que lui, il a consommé. Alors, la manifestation de la bouffée délirante aiguë, ça, c'est quand la personne a été atteinte. C'est presque trop tard. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un signe, c'est presque trop... Eh oui, c'est-à-dire que le cannabis a bousillé les circuits neuronaux et a fait que le patient a terminé en bouffée délirante aiguë. Ça fait partie des drogues hallucinogènes, le cannabis. C'est pour ça aussi que ça risque de psychose cannabique. Les signaux, c'est en général les enfants les ados qui fument du cannabis sont en échec scolaire en général. Donc on voit que les notes dégringolent parce que ça fait des syndromes amotivationnels en fait, ça rend la personne beaucoup plus lente. Des études montrent que le THC, donc la substance active du cannabis, diminue le rythme cérébral. En plus de perturber le circuit neuronaux et la personne n'est plus motivée. Donc, en plus de ça, il y a des troubles de la mémoire qui apparaissent, la mémoire immédiate, et les troubles de l'enfant, il est déconcentré. Exactement, il est plus concentré. Voilà, exactement. Mais je crois que aussi, bien que nous sommes responsables de ce que nous disons,
on ne va pas faire peur aux parents. Ce n'est pas parce qu'il y a une déconcentration qu'il y a une consommation. Non, 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 non. C'est pas parce qu'il y a une Donc, c'est déconcentration important, qu'il y en a, qu'il y a Plus souvent, ils une disent oui, c'est vrai. consommation. Ouais. Moi, je parle tout simplement des symptômes, Oui, oui, voilà, oui, qui je vois peut très bien. agir au niveau neuronal, Ouais. cérébral. Mhm. Les effets nocifs du cannabis, c'est vraiment trouble de la concentration, trouble de la mémoire immédiate, trouble de la perception visuelle aussi. Ouais. Et c'est pour ça que la conduite sous cannabis est dangereuse et d'ailleurs est réprimandée par la loi. Bon. En tout cas, il faut le savoir, c'est important. Oui, oui, Mais non, moi, je pense comprends. qu'après, chacun a son approche pour prévenir, en tout cas, la consommation de substances. Moi, ce que je préconise, c'est la prévention primaire, c'est-à-dire il faudrait que, enfin, je ne sais pas si on va en reparler après ou pas, mais que dans les écoles, qu'il y ait plus d'implication de la part de l'État, normalement, notamment. On en On en parlera reparlera, voilà. juste après. Nous sommes dans votre émission Valeurs et Famille. Nous avons choisi comme thème l'addiction au cannabis et j'ai le plaisir de recevoir le docteur Eddy, qui est psychiatre et aussi qui a beaucoup travaillé sur l'addiction des cannabis. Et je crois, docteur, que vous avez voulu, en fait, en particulier, parce qu'on a parlé en dehors de l'antenne, qu'on parle de la prévention. En fait, aujourd'hui, il y a plusieurs pistes de prévention. On parle de la dépénalisation. On parle de la légitimer le cannabis. En fait, y a-t-il pas une autre piste plus sérieuse pour nos jeunes en particulier? Alors, je sais que le sujet, voilà, il est un peu, disons, risqué, glissant, ça je peux le reconnaître, parce que là on touche disons, aux grands consommateurs, mais surtout aux grands commerçants. Mais bon, ils sont obligés de dire les choses. En tout cas, voilà. Alors, bon, dépénalisation ou pas du cannabis, c'est vrai que c'est une piste qui commence à ressortir un peu. On le voit ces derniers temps où les gens pensent qu'en dépénalisant donc le cannabis, on pourrait diminuer la consommation et surtout, en fait, faire fondre le marché des dealers. En fait, ce serait ça le but. C'est-à-dire qu'en le vendant dans les pharmacies, tout le marché de deal s'effondrerait. Et il n'y aurait plus cette économie souterraine. Et les gens... Une approche économique, plutôt. Ça serait une approche économique. C'est aussi, bon, ça permettrait de faire en sorte que on ne se cache plus, entre guillemets, pour fumer, que ça se sache, voilà, ouvertement. Bon. Est-ce que ça diminuerait la consommation? Je ne pense pas, puisque, voilà, c'est-à-dire qu'on déshabille Pierre pour habiller Paul, comme on dit. Ouais, je crois qu'il y aura plus de consommateurs. Eh bien oui, on le voit dans les pays. Ça incite, en fait. Ça excite aussi. Et ça excite. Ça légalise, disons. Tout simplement, déjà aux Pays-Bas, on voit bien qu'en légalisant, ça n'a pas diminué la consommation, premièrement. Deuxièmement, quand on regarde ce qu'on appelle les drogues licites, comme j'ai dit tout à l'heure, avec l'alcool, ça ne diminue pas la consommation. Non, pardon, mais moi, je suis en train de penser en particulier aux familles, aux parents, que imaginons qu'un père, pour des raisons multiples, il consomme, et là, il trouve que c'est banalisé, c'est légalisé. Je suis en train de penser à ses enfants. Quelle image porteront-ils sur lui d'abord, et quel idéal du moi, lui, il sera par rapport à eux? C'est ça, en fait. Même mon oncle, en fait, on le sait très bien, ça commence par une première fois, mais ça commence par une imitation, et ça commence aussi par les proches. Ça sera une consommation, voilà, de cannabis à la maison, en tout cas dans la famille. Pour moi, en tout cas, c'est le début de la destruction familiale. Je le dis ouvertement, et bon, c'est peut-être un peu brutal, mais en général, un père de famille, donc qui a des lourdes responsabilités sur ses épaules, qui commence à fumer du cannabis, c'est pas bon signe. Déjà, il faut savoir que, bon, on n'en a pas parlé dans les effets, mais les effets nocifs, donc en plus des effets cérébraux, il y a les effets donc pulmonaires, donc risque d'augmentation de cancer du poumon, vu que c'est fumé en tabac, sachant qu'un joint de cannabis équivaut à 4 cigarettes. Il y a les effets au niveau cardiovasculaire, et il y a les effets au niveau sexualité aussi, où ça diminue la libido, il faut le savoir, parce qu'il y a une corrélation entre l'augmentation... Ce qui n'est pas dit. Ce qui n'est pas dit, voilà. Contrairement à ce que nous... Contrairement à ce qu'on croit. Pense beaucoup, à ce que même disent des spécialistes. Voilà. Au contraire, hein, là, tu vas avoir une force, etc. En fait, exactement. Tu vas te sentir puissant. Puissant, en réalité, c'est pas... En réalité, il n'en est rien, puisque les études montrent bien qu'il y a
une corrélation entre l'augmentation de cannabis dans le sang et la diminution de testostérone notamment. Ouais. Et, Pardon, lorsqu'on parle, parce que moi j'entends des spécialistes professionnels de la santé surtout parler d'études, mais où sont ces études dans la réalité? Où sont ces études par rapport à ce qui se passe réellement en fait? Comme si nous vivons en fait les études, ils sont en fait, disons, dans des armoires, hein, et la réalité, elle est à côté. En fait, quand est-ce que réellement des études sérieuses qui existent, comme au Canada par exemple, quand est-ce qu'elles peuvent vraiment intervenir dans la réalité pour d'abord une prise de conscience et pour aussi en fait, faire valoir du droit de ne pas consommer pour protéger son corps? Alors, moi je crois, bon, c'est mon point de vue encore une fois, c'est Ouais. que la dictologie en France, je trouve, est quand même assez limitée. Et que pour aller consulter un addictologue, notamment consulter en addictologie, Ouais. bon, vous savez autant que moi, il faut être motivé. Ils veulent des gens qui soient motivés. Ouais. Et c'est eux qui doivent venir à eux avec leur motivation en disant, voilà, je voudrais arrêter telle ou telle drogue. Vous voyez déjà que c'est un peu fermé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prévention primaire en France. On attend jusqu'à ce que... On attend jusqu'à ce que la personne ouais, vienne. voilà, mais bien. on n'a pas de prévention primaire. En sachant que, moi je l'ai vu en tout cas en psychiatrie, le cannabis est banalisé. Même des fois chez certains soignants. Ouais. C'est un grave problème. Il ne faut pas se leurrer la face. Il n'y a pas que Exactement. les patients qui consomment. Bon, on a l'impression que c'est normal. Bon, le patient, on le voit en examen, en entretien. Ouais. Oh bah oui, comme tout le monde, je fume 1 ou 2 joints. Bon, voilà. Ça s'est banalisé. Ça s'est vraiment banalisé. Et c'est ça qui m'inquiète. C'est-à-dire que chez les jeunes... bon, vous parlez tout à l'heure des études. J'imagine, non, pardon, j'imagine que ce patient, hein, qui trouve que c'est tout à fait normal, hein, qu'il se dit, ok, d'accord, aujourd'hui, je suis obligé de venir, mais puisque dans ce milieu vers lequel je suis parti, je considère que c'est banal, donc pour lui, je vais continuer, quoi. Mais tout en prenant soin de moi, en fait. L'essentiel en fait, tous les jeunes, lorsqu'on les écoute, d'ailleurs, on a un petit reportage, un petit VTR, en fait, on a demandé à des jeunes ce qu'ils pensent. Et c'est vrai, il y a cette immaturité de ce qui va se passer réellement. En fait, il y a cette mesure de risque. Tant que je suis bien, tant que je suis en bonne santé, en fait, pour lui, c'est comme ça, il n'y a aucun problème. Et je crois que c'est là où est entrée la banalisation et la légalisation. C'est que même si ça ne va pas du tout, ben, il va y avoir un petit traitement. D'ailleurs, s'il vous plaît, c'est important. Combien peut durer un traitement d'un addict? Alors, je parle d'un addict. Hein. L'addiction au cannabis, c'est considéré comme assez facile à traiter, mais bon, en général, beaucoup de gens qui ont vous fumé... rassurer, là. Oui, là, je rassure sur ce point. Beaucoup de gens qui ont fumé du cannabis ont réussi à arrêter tout seuls. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de traiter ça à l'hôpital, en hospitalisation. Ça peut se faire en ambulatoire. Et le patient, en 2-3 consultations, on arrive à le raisonner. En fait, ce qui se passe, c'est que le cannabis, c'est assez particulier. Le THC, donc, qui est le produit actif, il hypophile. Et de ce fait, à l'arrêt du cannabis, il y a une libération qui reste prolongée des tissus adipeux vers le sang. Donc, le patient ne se retrouve pas en sevrage. Il ne se retrouve pas en syndrome de sevrage, contrairement au tabac, où le tabac, il y a un effet beaucoup plus brutal puisque ce n'est pas lipophile comme la nicotine, en tout cas comme le cannabis. Et de ce fait, le patient se retrouve en sevrage avec une agressivité, une colère, etc. Avec le cannabis, on n'a pas ça. Donc, en arrêtant la substance, il y a quand même encore une libération dans le sang, il arrive. C'est pour ça que dans les analyses sanguines, même dans les analyses urinaires, on retrouve 2-3 semaines après, même après l'arrêt du cannabis, on retrouve encore des traces en fait. Et de ce fait, ça facilite étrangement les choses et les patients arrivent à arrêter. Arrivent à arrêter, là-dessus, ça ne nous pose pas beaucoup de problèmes. On n'hospitalise pas un patient pour sevrage de cannabis. Contrairement à l'alcool qui nécessite des hospitalisations avec notamment les médicaments de sevrage, Valium, vitaminothérapie et autres. On arrive à la fin de cette émission. Je vous remercie infiniment, Dr Eddy, pour ces précisions précieuses, pour ces informations importantes. Et je crois que le mot de la fin, mais il n'y a pas de fin malheureusement, c'est que c'est une responsabilité des parents
C'est vrai que beaucoup de parents sont dépassés. Je le comprends très bien. Mais dépasser, ça ne veut pas dire rebondir. Ça ne veut pas dire aussi parler, discuter avec son enfant. Pourquoi pas un jour ne pas rassembler ses enfants, parler, discuter avec ses enfants, avec les risques de la consommation des produits toxiques. C'est ainsi qu'il faut le qualifier. Je crois que parler avec nos enfants, discuter avec eux sur un sujet qui reste tabou, malheureusement, souvent, peut aussi nous faire gagner beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, pour que nos enfants demain ne soient pas, malheureusement, en fait, addicts et dépendants de quelque chose qu'ils peuvent éviter. On était dans l'émission Valeurs et famille. Le thème que j'ai choisi avec mon invité, Dr Hadi, l'addiction au cannabis. Je vous souhaite beaucoup de courage et surtout bonne santé. Merci et à la prochaine fois. ممتاز صراحة.